Une fête a été organisée dans la ville en l'honneur de la victoire sur les pirates. La famille Baek s'est réunie dans une grande salle, autour d'une table bien garnie. Le bon oncle a félicité la famille pour sa victoire et l'a remercié pour son aide. L'oncle a également reconnu le héros de l'événement, Mugen. Tout le monde l'acclame, car c'est grâce à lui qu'ils ont pu gagner si facilement. Il leur a fait signe d'arrêter de crier et de le laisser dire quelques mots, puis il a commencé à parler. Il remercia tout le monde et fit remarquer que seul, il n'aurait jamais pu vaincre les pirates. Le héros porta un toast pour dire qu'il devait partager la gloire de la victoire et honorer la mémoire de ceux qui étaient morts dans la bataille. Après les bonnes paroles du héros, tout le monde se mit à boire. Tout le monde était incroyablement heureux, seul le vieil homme était découragé. Une fille de la famille Eun est entrée dans la salle où la famille Baek célébrait la victoire. Cela a surpris tout le monde. La jeune fille félicita le héros pour sa victoire et reçut ses remerciements. Tous deux se rendirent sur le balcon où régnait une belle nuit. Les rayons de la lune rendaient l'atmosphère encore plus romantique. Le gars a dit que la fille était encore plus belle que d'habitude, ce qui l'a mise très mal à l'aise. Elle lui a demandé de ne pas dire de telles choses, car elle la gênait. Le héros a répondu qu'il disait toujours ce qu'il pensait. La fille commença à dire que les exploits du héros dans la bataille contre les pirates étaient incroyables, car personne n'avait jamais réussi à faire une telle chose auparavant. Le garçon répondit modestement qu'il n'avait rien fait de tel. La fille dit que l'homme a vraiment changé en 3 ans. Le garçon remonta le moral de la jeune fille à l'air troublé en lui disant qu'il ne pouvait pas respecter les termes des fiançailles à ce moment-là, car le héros n'en était pas digne. La fille a pleuré et a commencé à dire qu'elle regrettait son acte, et que peu importait ce que le héros pensait d'elle, elle était à lui. Le garçon a interrompu la fille, et a dit qu'il ne pouvait pas lui rendre l'appareil. Il a commencé à dire qu'il ne s'agissait pas de la fille, mais de la réputation de la famille, et qu'il n'était pas juste de rétablir les fiançailles rompues. La dame de la famille Eun s'en moque, mais le jeune maître dit qu'ils ne doivent pas céder à leurs émotions, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La jeune fille a beaucoup pleuré parce qu'elle aimait le héros. Le jeune homme a dit que même s'il ne pouvait pas avoir de relation avec elle, il a promis qu'il soutiendrait toujours la famille Eun. Le couple insatisfait se retrouva sur le balcon, sous la lune brillante, dans une étreinte. Le lendemain, le héros observe l'entraînement physique acharné des soldats. Il fait mentalement l'éloge de leur entraînement physique. Le héros pensait que ce n'était pas suffisant pour que son armée soit la plus forte de Murima. Il avait donc l'intention de faire oublier aux garçons ce qu'ils étaient dans le passé et de les faire devenir des guerriers forts et courageux. Junior a soutenu avec enthousiasme les ambitions de son frère. Madame Eun s'approcha du jeune homme de la famille Baek et le salua en disant qu'elle était venue faire une demande officielle au nom de sa famille. Le garçon savait ce qu'on lui demandait de faire. Il a accepté d'accompagner la dame. Celle-ci, gênée, a remercié le maître. Le plus jeune interrogea son frère sur son rôle d'escorte. Il répondit qu'il l'était et que son devoir était de protéger les dirigeants de la famille Eun sur le chemin de Nanying. L'homme le plus âgé demanda au plus jeune de l'accompagner, ce qu'il accepta immédiatement. Après un certain temps, le héros rendit visite à son beau-frère, qui l'informa de son projet de partir avec la dame de la famille Eun. Il lui dit également qu'il emmènera avec lui les meilleurs guerriers de la famille Baek. Il s'est également excusé de ne pas avoir emmené son frère. Ce dernier allait jouer un rôle important dans les changements qui allaient se produire dans leur famille. Le frère répondit que c'était bon et qu'il pouvait faire le travail. Mais il se demanda pourquoi le héros était si désireux d'accompagner la famille Eun alors qu'aucune menace ne pesait sur eux. Le maître prit un air sérieux et répondit qu'il y avait encore d'autres groupes de pirates dans la région, comme les pirates des 4 mers. Le frère a dit que ce gang avait une énorme influence dans le monde du Makrim, et que l'ancien ennemi n'était qu'un faible comparé à eux. Le gars a dit qu'il devait maintenir une bonne relation avec la famille Eun, et le gars au visage joyeux a dit qu'il était temps pour la famille Baek d'aller à Makrim. Au bout d'un moment, le héros et l'équipe d'escorte quittent le quai, avant que le type ne donne des instructions à son frère. À savoir donner à son père ses paroles ainsi que les enregistrements d'une dent. Le frère a prévenu que le garçon avait des ennuis avec son oncle. Celui-ci lui répondit que c'était pour le bien de la famille.
Il était temps pour eux d'élargir leurs horizons. Après son arrivée dans la province de Zhejiang, le héros a fait la connaissance de Chon'o. Les deux hommes ont eu une conversation amusante, ce dernier s'est permis de plaisanter sur le fait qu'il avait entendu dire que le héros avait déjà jeté ses patins, et le gars a plaisanté sur le poids de son interlocuteur. Le gars a dit que c'était du muscle. Le héros et sa connaissance sont allés boire un verre dans un établissement. Le héros s'étonne que le type vienne personnellement à sa rencontre. Il dit que c'est une question d'argent, car à l'heure actuelle, même les familles puissantes ont du mal à joindre les deux bouts. La connaissance a commencé à parler de la dame de la famille née du fait que le héros s'était assis sur ses talons. Le héros était un peu gêné, mais il a dit qu'il ne pensait pas qu'il ferait un bon couple. L'ami d'un ami a dit une autre chose folle. Selon lui, si ce n'est pas de l'amour, c'est pour augmenter l'influence de la famille Baek. L'homme a dit à son ami d'arrêter d'en parler. L'ami rit et dit que dans toutes ces options, il est en faveur de l'ami. Au bout d'un moment, le héros et son frère sont partis en patrouille. L'homme le plus âgé a dit que le plus jeune n'avait pas besoin d'être ici avec lui. Mais il était convaincu qu'il était inutile puisqu'il ne pouvait pas aider son frère dans les combats. Le héros lui a répondu qu'il ne devait pas s'inquiéter, car son esprit l'aidait plus que quiconque. Il s'excusa également de ne pas avoir pu passer beaucoup de temps avec le plus jeune, et qu'il essaierait d'y remédier à l'avenir. Cela encouragea le frère. Ce dernier a commencé à expliquer la véritable raison de leur venue à Nanjing. C'est parce qu'il s'agit des talents de Junior. Il existe une organisation qui recueille des informations auprès des guerriers et des marchands. S'ils parviennent à obtenir les informations qu'ils possèdent, ils pourront devenir égaux en puissance aux 7 grandes familles. Le but du héros était de gagner leur soutien. Junior a commencé à poser des questions sur la façon dont le héros allait y parvenir. Celui-ci a quelques atouts dans sa manche, mais il faut d'abord trouver Chon Miglak à tout prix. Le héros se souvient que 30 ans seulement se sont écoulés depuis sa vie antérieure, ce qui lui permettra de retrouver sa vieille connaissance, Jung Yooa. Le lendemain matin, l'équipe arrive à sa destination finale, la ville de Nanjing. Un ami du gars s'est plaint qu'ils étaient arrivés sans problème, ce à quoi le héros a demandé si cette connaissance avait besoin d'eux. Il s'ennuyait, mais n'a pas fait d'histoire. Le héros dit ce qu'il pense de cette connaissance. Il est trop négligent et peu réceptif. L'homme a dit au revoir à l'équipe et a déclaré qu'il serait de retour dans quelques jours. Son frère lui a souhaité bonne chance, mais l'ami en deuil était en colère à cause de ce que le gars avait dit. Le héros a répondu qu'il n'avait rien dit de tel, mais qu'il allait voir les filles. L'ami l'a regardé fixement, mais le héros lui a donné un coup de pied dans l'estomac et l'a renvoyé. Il se rendit au quartier général de son groupe, et en chemin, il remarqua qu'une fille était poursuivie. Les personnes qui poursuivaient la jeune fille lui ont demandé de leur donner quelque chose. Elle a crié qu'elle préférait mourir plutôt que de faire ce que ses ennemis lui demandaient. Ils l'ont attaquée. Mais un homme est intervenu héroïquement et a repoussé certains des attaquants avec son bouclier. La fille a été surprise et le héros s'est plaint que même dans cette vie, on ne lui laisse pas de répit. Le chef du groupe qui poursuivait la fille a demandé qui était le héros. Le garçon répondit humblement qu'il passait par là. Il a frappé un puissant éclair, qui a grillé les délinquants. Il s'est approché de la jeune fille et lui a demandé si elle allait bien. En regardant de plus près, il remarqua que Jung Yooa, le même familier du passé, se trouvait dans son dos. Ils s'installèrent dans la maison et le héros expliqua ce qui s'était passé. Ce sont les traîtres qui ont envoyé le familier du passé et qui ont attaqué le quartier général. On dirait qu'il y a un espion en elle. De nombreuses personnes ont sacrifié leur vie pour sauver ces 2 filles, c'est pourquoi l'étrangère a pleuré. Le héros essaya de réconforter la jeune fille et lui dit qu'il pouvait l'aider. Il rassembla l'énergie de la foudre dans sa main. La jeune fille reconnut le signe du dieu de la foudre et s'excusa de se présenter ainsi devant l'héritier du dieu du tonnerre. Elle se présenta, son nom était Tang Seol-yeon, elle était la maîtresse junior de Milgak. Le type n'hésita pas à se présenter et à donner son nom. Il a dit qu'il s'occuperait de la dame. Mais les pensées de Mugen étaient remplies par la beauté de la jeune fille qui se tenait devant lui. Celle-ci s'en aperçut et, gênée, déclara que ce n'était pas le moment de le faire,
car elle devait aider la dame. La maîtresse avait été empoisonnée par le poison de la fleur violette, comme le montrait la marque sur son front. Le type savait comment l'aider et utilisa le réveil de l'harmonie céleste. Le corps de la jeune fille fut couvert d'éclairs et elle se mit à souffrir. Mais après quelques secondes, tout revint à la normale et les éclairs ainsi que la marque disparurent. Même si le poison avait été enlevé, elle était encore faible, et le type lui demanda de s'occuper d'elle. La fille remercia le héros, mais il dit que cela n'en valait pas la peine, et demanda où se trouvait le quartier général. La fille a indiqué l'emplacement de la base au type, puis s'est demandé pourquoi il avait besoin de le savoir. Le héros a prévu de faire une reconnaissance de la situation. La fille répondit que c'était trop dangereux, car le maître suprême était là. Mais Hérobe s'en moque. Il se contenta de dire avec colère qu'ils étaient finis. Le soir venu, le héros se rendit à la base et réussit à se faufiler jusqu'à la fenêtre où il vit leur maître suprême. Celui-ci était en train de câliner deux beautés assises sur un canapé. Les maîtres du premier niveau se trouvaient également à côté de lui. Le héros réfléchissait à ce qu'il devait faire. Le problème était que même s'il pouvait facilement vaincre un maître, il lui serait difficile d'en tuer trois. Il pouvait utiliser la technique du phénomène du tonnerre, mais il n'était pas assez fort pour cela. Les gardes partirent alors que le maître allait s'amuser avec les filles. Le héros profita du moment idéal pour attaquer l'ennemi avec son bouclier. Bien qu'il ait dévié l'attaque, le véritable coup vint plus tard. Il s'agissait d'un coup de tonnerre à plusieurs cœurs, après quoi l'ennemi s'écroula. Deux personnes se précipitèrent dans la pièce. Avant de se rendre compte de la situation, l'un d'eux est frappé au cou avec un bouclier. L'autre est découpé en morceaux par le héros. Le héros est enragé et libère une terrifiante aura de foudre. Il est arrêté par les cris des jeunes filles innocentes. Il s'arrêta et courut vers elles pour leur dire que leur maîtresse allait bien. Le héros se dit qu'il n'aurait pas dû les tuer tous, mais en laisser un en vie et l'interroger. Il remarqua une marque inhabituelle sur le corps de l'ennemi. La jeune fille et lui se dirigèrent vers la maison où se trouvait la maîtresse. Ils s'embrassèrent et semblèrent très heureux que la jeune maîtresse aille bien. Elle s'approcha du héros et le remercia du fond du cœur. Elle lui dit que s'il pouvait faire quelque chose pour lui, il n'avait qu'à le demander. Le garçon ne tergiversa pas longtemps et dit ce qu'il fallait, plus et tout de suite. Il avait faim et demanda à être nourri. Cela fit rire la dame qui lui demanda d'attendre un peu. Des nouilles d'herbe, chonchoyuxa, furent servies. Le gars a rapidement crié un bon appétit et s'est gavé de nourriture comme s'il était affamé depuis un mois. La fille a essayé de lui dire de manger plus soigneusement, mais il avait déjà fini son bol de nourriture. Le gars a dit que la fille n'était pas seulement belle, mais qu'elle cuisinait aussi parfaitement. Le héros a continué à couvrir la fille de compliments et à la mettre dans l'embarras. La conversation embarrassante fut interrompue par la voix d'une des sœurs, qui informa que la maîtresse était réveillée. Elles se dirigèrent vers elle. Elle salua l'héritier du dieu du tonnerre et lui dit qu'il lui devait la vie. Le garçon répondit qu'il s'acquittait de son devoir. Il se souvint de Jun Yowa, qui était toujours aussi rouge qu'il y a 30 ans. La fille dit que même si ce corps n'a aucun lien de sang avec la vie passée du héros, il est très similaire à son apparence passée. Même si le héros a vécu 9 vies entières, chaque fois qu'il rencontre une personne chère à son cœur dans le passé, c'est très difficile. Le type est devenu sérieux et a donné des informations très importantes. Les personnes qui ont attaqué le quartier général étaient le clan Sura, un groupe de dieux du monde des ténèbres. Ils ont utilisé une technique qui les a trahis, il n'y a donc aucun doute. La jeune fille réfléchit un instant, car c'était vraiment une terrible nouvelle. Elle était sûre qu'il faisait partie des artistes martiaux de Murima et qu'il n'attendait que le moment d'attaquer. Le dieu du tonnerre avait dit qu'il les éliminerait tous, car c'était sa mission. La jeune fille déclara que, conformément à leur accord, il recevrait tout son soutien. Le garçon la remercia et lui tendit un objet qu'il avait trouvé sur le cadavre. La jeune fille déplia l'objet, qui était le médaillon de la famille elle-même. Cette famille commença à se renforcer incroyablement vite, et c'était probablement dû à l'influence d'une escouade de dieux d'un autre monde. Le héros s'emporta et s'apprêtait à massacrer les ennemis,
mais la jeune fille le calma et lui dit qu'il ne fallait pas sous-estimer l'ennemi. Car cette famille était vraiment puissante. Et sans preuve qu'ils étaient liés à un groupe de dieux d'un autre monde. Le garçon a admis qu'il avait réagi de manière excessive. La jeune sœur a parlé d'un incident lié à cette famille qui pourrait les aider. Au même moment, le chef de famille a signalé la mort de tous les membres. Furieux d'une telle impertinence, il ordonna de trouver tous les coupables. Le héros et la jeune maîtresse se mirent en route. La jeune fille était très fatiguée d'avoir voyagé au rythme du héros, mais elle ne l'avoua pas à ce dernier. Il décida donc de prendre l'initiative et lui proposa de se reposer. La jeune fille en fut très heureuse et s'assit pour se reposer. Une nature magnifique entourait les jeunes gens, des montagnes vertes et vraiment belles. La jeune fille admira la vue, mais demanda pardon, car il n'était pas là pour s'amuser. Le héros était heureux que la jeune fille se plaise ici. La jeune fille a dit qu'à cause de son poste, elle ne pouvait pas quitter le Murim, et qu'elle était comme une grenouille au fond d'un puits. C'est pourquoi elle profitait de la vue magnifique. L'homme a encouragé son interlocutrice en lui disant qu'à l'avenir, elle aurait de nombreuses occasions d'admirer le monde. Plus tôt, la jeune fille a raconté que Sangwang-jong, le directeur de la chambre de commerce de Shandong, a une fille qui s'appelle Sangwang-pyoka. Au même moment, les deux familles Sam et Wangbo ont commencé à parler de se fiancer avec elle. La famille Sama voulait obtenir un soutien financier, mais la famille Wangbo est intervenue. Leurs projets ont donc dû être reportés. Mais un événement auquel personne ne s'attendait s'est produit. Madame Sangwang s'est enfuie avec un autre homme. Il s'agit de Monsieur Sanu, qui travaille comme guérisseur. Sa famille soutient son hôpital et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. C'est un coup de chance pour le héros, car il allait de toute façon s'y rendre. De retour dans le présent, l'homme dit s'inquiéter pour la maîtresse et les membres de son équipe. Mais la fille dit que ce sont des professionnels et qu'ils ont su se cacher. La fille était plus inquiète que les deux personnes dont ils avaient besoin ne partent dans l'autre sens. Le héros était sûr qu'ils iraient par là, car c'était le seul chemin sûr. La jeune fille était fascinée par l'assurance du garçon. C'est alors que l'on entendit le souffle fatigué de ces mêmes personnes. Le héros s'est levé d'un bond et a prévenu la jeune fille. Le type salua le couple, qui s'arrêta et fut rattrapé par l'arrière par les ennemis. L'homme du groupe dit que le seigneur doit l'accompagner, sur ordre de leur famille. Wangbo, c'était une des familles qui avait mangé le héros dans une vie antérieure, donc l'homme était très en colère. L'homme ordonna à ses hommes de capturer la femme et de tuer le garçon. L'homme cria vers le héros et lui demanda de l'aide. Le garçon se retrouva instantanément devant lui et lui répéta qu'il n'oublierait jamais s'il l'aidait. L'éclair du héros frappa directement le visage du principal adversaire, qui s'envola en brisant les arbres avec sa carcasse. Ses subordonnés s'inquiétaient pour lui, mais ils n'avaient pas le temps. Le héros leur ordonna de sortir, sinon il les tuerait tous. Un rapport suivit, 3, 2, 1. Tous les adversaires ont été pulvérisés, si vite qu'ils ont couru. Quelques-uns d'entre eux ont remercié le héros pour son sauvetage. En guise de récompense, ils ont demandé à être escortés jusqu'au domaine de Yakan. La demande des hommes a déconcerté le couple, mais comme ils n'avaient pas le choix, l'homme a accepté de les guider. La jeune fille fait un clin d'œil à la famille Baek, signe qu'elle a conclu un marché. Le héros arrive dans la vallée des 1000 pins et s'entretient avec le chef de la famille Yakwang, Song Woo-pyo. Le chef de famille remercie le héros d'avoir sauvé son fils. Le garçon était modeste et a dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier parce que c'était son devoir envers sa famille. Le chef de famille s'est plaint de son fils, qui est parti à la découverte du monde et a fini par s'attirer des ennuis. Il a honte de regarder le héros dans les yeux. Celui-ci remonte le moral de son interlocuteur en lui disant que tout va bien. Il ajouta que la famille Wangbo n'abandonnerait pas si facilement, car les actions du fils du chef des forts frappaient leur autorité. Une escouade de dieux du monde souterrain ne laissera pas tomber la ville de Sangwang, car elle a besoin de la capacité financière de la chambre de commerce. Le chef semblait très excité par l'affaire et déclara qu'il ne pouvait pas l'arrêter seul. Le dieu du tonnerre déclara que, conformément à son serment, il protégerait la famille Yakwang. Cela plut à l'homme.
Le garçon dit aussi qu'il avait une demande à faire au chef. L'homme suggéra qu'il s'agissait de l'éclat divin. Plus tard, la fille était satisfaite de l'endroit où il se trouvait. La jeune maîtresse a dit que c'était un très bel endroit, et le fugitif a dit que c'était un paradis. La jeune fille s'inquiétait de savoir si les membres de sa famille allaient arriver. Le petit ami de la jeune fille est venu derrière elle, a serré son amour dans ses bras et l'a rassurée en lui disant qu'ils étaient en sécurité ici. Soudain, le voile sur lequel tout le monde comptait a commencé à se lever. Tout le monde était excité, car cela ne s'était jamais produit auparavant. Le garçon ne comprenait pas comment les ennemis avaient découvert cet endroit, mais le héros expliqua que c'était probablement le travail des penseurs qui avaient retrouvé l'odeur de Lady Sanguan. La jeune maîtresse s'approcha du héros et commença à lui dire que, bien qu'il soit fort, il ne pouvait pas s'occuper de toute la famille. Il a dit que tout était possible, qu'il fallait juste qu'il devienne un peu plus fort. Le garçon a déjà demandé au chef de préparer un élixir qui l'aiderait à devenir plus fort. Le fils du chef a dit qu'il le ferait en un jour. La jeune maîtresse était inquiète parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il tienne aussi longtemps, le dôme ne tiendrait certainement pas. Le garçon dit qu'il devrait tenir le coup pendant un certain temps. Pendant ce temps, Wombo Mung avait appris la mort de plusieurs de ses hommes. Il était en colère parce que c'était offensant. Un insecte s'était introduit dans leur camp, avait tué quelques personnes et s'était enfui. Les gens étaient en fait vivants, mais dans un tel état qu'ils ne pouvaient plus se tenir debout. Un homme est entré dans la chambre d'un membre de la famille Wombo et s'est moqué de la famille Wombo. Cela a rendu l'homme furieux et il s'est mis à crier que si la famille avait envoyé elle-même un chasseur à temps, tout cela aurait pu être évité. L'interlocuteur s'est mis à sarcasmer, disant qu'il reconnaissait que la famille Wombo n'était même pas capable d'attraper une fille par ses propres moyens. L'homme a crié, mais l'interlocuteur a décidé de se calmer un peu et a dit qu'elle s'était déjà échappée de toute façon, même s'il leur avait assuré que c'était impossible. Ils se sont calmés. Le garçon suggéra à l'homme d'envoyer une escouade supplémentaire de guerriers et plus de penseurs. Mais l'homme dit que ce n'était pas grave, qu'il devait oublier le combat, et il refusa l'offre parce qu'il ne voulait pas être endetté. En fait, le garçon du clan Sura estimait l'homme et, du fond du cœur, il voulait le détruire, lui et sa famille, et proclamer que le clan Sura était revenu. Il réfléchissait également à un plan de retraite, qui permettrait, en cas de défaite du clan Wombo, de rejeter la faute sur un seul homme. La jeune maîtresse envoyait des messages à la demande du jeune maître. Le héros s'entraînait durement, car il était sur le point d'affronter une lourde bataille. Inquiète de ne pouvoir parler au héros, la jeune fille se rendit chez le couple qui préparait la potion. Ils lui dirent que tout se passait bien et que la potion serait prête dans 3 jours. La jeune maîtresse alla donner l'information au seigneur. L'homme qui travaillait sur la potion fut abordé par sa femme, qui s'inquiétait de savoir s'il était fatigué. Il ne manqua pas de s'approcher de sa bien-aimée et lui dit qu'à côté d'elle, il n'était pas fatigué. La jeune fille a vu comment elle soutenait son petit ami et s'est inquiétée de ne pas pouvoir soutenir le protagoniste de la même manière. Le kobold a craqué et la jeune fille s'est précipitée vers le héros. Ce dernier a supposé que la famille Wombo avait trouvé de nouveaux penseurs et a dit qu'il serait beaucoup plus difficile de traiter avec eux cette fois-ci. Le héros n'avait pas eu le temps de recevoir la radiance divine, il serait donc beaucoup plus difficile pour lui de se battre. La jeune fille s'inquiétait pour lui, car elle se rendait compte qu'il allait se rendre seul au camp ennemi, qui était spécialement préparé pour l'assaut, c'est-à-dire qu'il était très fort. En raison de ses inquiétudes, la jeune maîtresse proposa au héros de l'accompagner, mais celui-ci refusa, car elle n'était pas autorisée à participer à ce combat. L'homme rassure la jeune fille en lui disant qu'il est fort et qu'il s'en sortira à coup sûr. La lettre que le garçon a demandé à la fille d'envoyer est parvenue à son jeune frère, qui était au courant de tous les événements survenus au héros. Junior a appris la situation dans laquelle se trouvait son frère et s'est empressé de lui envoyer du soutien, car il risquait de ne pas pouvoir faire face à un adversaire aussi fort. Au bout d'un moment, le héros partit à l'assaut,
il fut attaqué par plusieurs adversaires dont il bloqua les coups avec son bouclier avant de contre-attaquer. L'homme qui dirigeait le siège était assez fort, il prépara une attaque et frappa le héros, bien qu'il réussit à la bloquer, dans le dos de l'ennemi se trouvaient beaucoup plus de ses subordonnés, et le héros se battit seul. L'homme réfléchit à la force du héros et pense qu'il n'a pas encore montré son maximum. Une jeune fille observe la bataille et remarque que le héros ne se bat pas à pleine puissance, elle a l'impression qu'il attend quelque chose. Le héros a commencé à crier à ses adversaires qu'il devait arrêter ses jeux, et qu'il devait aller dire aux guerriers de la famille Wambo qu'ils ne pouvaient pas le vaincre. Il dit aussi que leurs actions sont indignes de la famille des 7 grandes familles, car le véritable ennemi est la famille Sama. Le héros a été accusé de s'être fait passer pour un membre de la famille Sama, il a expliqué que cela lui avait permis de se rendre compte de la supercherie. L'ennemi n'a pas entendu les paroles du héros et l'a attaqué. Le héros commente que la famille Wangbo a plus de muscles que de cervelle et se prépare à porter un coup décisif. À ce moment-là, il entendit un bruit. C'étaient les guerriers envoyés par la famille de Sama, qui commençaient à tuer les membres de l'escouade de l'homme. Il n'écouta pas et attaqua à nouveau le héros, celui-ci bloqua le coup, mais dans son dos se trouvait un homme en habit noir cachant son identité. L'homme dut se battre contre le deuxième adversaire, qui attendait le moment où le héros se détendrait. Le héros en eut assez et les repoussa tous avec son aura de Modnium. La capacité de l'aventurier divin. Les hommes ont compris que le héros était l'héritier du dieu du tonnerre, mais après avoir réalisé ce fait, leurs vies ont été interrompues par des inconnus qui les ont tués. Ils sont allés voir le héros pour l'achever, mais il a grillé certains de ses adversaires avec des éclairs. Le héros a commencé à tuer les ennemis avec des éclairs qui ressemblaient à des lances. Finalement, tout le monde est mort, sauf le chef de l'escouade, que le héros n'a pas touché. Il l'a regardé avec colère. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il avait une peur bleue. Les proches du héros arrivèrent à leur tour sur les lieux et éliminèrent les derniers adversaires. Ils remarquèrent l'ensemencement visible après la victoire du gars et reconnurent leur jeune maître. Un ami du jeune homme reconnut le désir de Mugen et lui demanda ce qu'il faisait pour pouvoir utiliser la foudre de la sorte. L'ami dit à l'escouade de partir aider Mugen, car ils en avaient fini ici. Un survivant de l'escouade s'approcha d'eux, les remercia pour leur aide et leur demanda qui ils étaient. L'un des hommes du héros les appela les gardiens du bon Murim. Le héros cracha du sang alors qu'il atteignait sa limite. La jeune fille s'en inquiéta. Le chef d'escouade était prêt à attaquer car le gars ne pouvait plus bouger à cause de l'utilisation excessive de la force interne. La fille courut et couvrit le gars avec son corps. L'homme lui demanda qui elle était. Le héros fut stupéfait par l'acte de bravoure de la jeune maîtresse. Elle dit que le garçon n'allait pas se battre contre la famille Wangbo, et qu'il devait arrêter. L'ennemi traita la jeune fille de créature, mais elle continua à parler. Le véritable ennemi, ce sont les gens du clan Sura qui sont derrière la famille Sama. L'homme ne voulut pas comprendre les paroles de la jeune maîtresse, il était aveuglé par la colère pour le déshonneur que le dieu du tonnerre avait apporté à sa famille. Il se leva de son siège et s'apprêta à les frapper tous les deux. Mais au dernier moment, le héros coupa la tête de son adversaire et s'évanouit à cause de la perte de force. Des voix se firent entendre dans les buissons, il s'agissait des amis du héros. Ils saluèrent la dame et lui dirent qu'ils étaient venus l'aider. La jeune fille remercia l'ami du héros et apprit que le pigeon qu'elle avait envoyé avait été reçu par la population. Au même moment, le commandant de la famille Wambo reçoit des nouvelles de ce qui s'est passé dans la vallée des Mille Pins. Les pertes étaient énormes, mais le héros n'avait pas tué son peuple. Selon les informations reçues des survivants des personnes tuées cachées dans des robes noires, et ils ont pu se sauver grâce à l'unité Nopoznanomu. Le commandant a également appris qu'après avoir examiné les corps, il s'est avéré qu'ils appartenaient à la famille elle-même. Ils ont alors décidé de changer leurs priorités et d'oublier la jeune fille pour se consacrer à la recherche du héros, car ils avaient besoin de le découvrir. Comment il était lié à la famille Sama? Au même moment, le garçon était pris d'une forte fièvre,
la jeune maîtresse était à ses côtés et s'inquiétait beaucoup de son état. La jeune fille utilisa l'harmonie du tonnerre céleste sur le héros. Le lendemain matin, le garçon se réveilla et vit la jeune fille endormie. Elle se réveilla et fut très heureuse que son maître se soit réveillé. Il la remercia de s'être occupé de lui. Elle était très embarrassée et a dit modestement que c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Le garçon sortit du lit et fit son autocritique en disant qu'il avait failli tout gâcher par excès de confiance. La fille a dit que le héros devait se reposer et ne pas se lever tout de suite. Le garçon allait bien, il avait passé une bonne nuit de sommeil et son corps se sentait plus léger. Après le combat, même si les flux d'énergie QI avaient été endommagés, sa force intérieure avait augmenté. Le garçon comprit que c'était l'œuvre de la jeune maîtresse. Elle lui avoua qu'elle avait utilisé la technique de renaissance intérieure que lui avait donnée Dame Cholmilgaka. Le garçon a dit que la fille avait fait un excellent travail et a demandé comment il pouvait la remercier. La fille était totalement embarrassée, mais la situation embarrassante pour la fille a été interrompue par l'ami du gars qui a fait irruption dans leur chambre. Il a vu une scène où le personnage principal se tenait torse nu et tenait les mains de la fille. Après une brève pause, il s'est enfui en se disant qu'il était arrivé au mauvais moment. Bien que le héros ait répliqué en criant que ce n'était pas comme ça, il s'est enfui. Au bout d'un moment, les amis ont rapporté au héros que la préparation de l'évacuation s'était bien déroulée et qu'ils étaient prêts à partir dès qu'ils en recevraient l'ordre. Le héros loue le travail de ses subordonnés. Il confie à ses deux amis, qu'il a personnellement formés aux arts martiaux, le soin d'escorter la famille Yakuan jusqu'à Nanjing. Le héros a indiqué au couple comment se mettre en route. L'homme l'a remercié et lui a dit qu'il lui devait beaucoup. L'homme a remis une boîte au héros et est parti après lui avoir dit au revoir. Mugen a remercié l'ami qui était venu à la rescousse bien qu'il n'ait pas eu à le faire. L'homme a dit qu'ils étaient amis et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Le héros a dit au revoir à son ami, lui a souhaité un bon voyage et lui a dit qu'il lui était très reconnaissant. L'homme lui lança qu'il devrait rembourser avec les intérêts et partit. Une jeune maîtresse est venue voir le gars, elle a appris qu'il repartait seul et s'inquiète pour lui. Le héros se rend à une réunion avec un représentant de la famille Wangbo. Le gars voulait les rejoindre dans la lutte contre Sama, mais il n'était pas sûr de réussir. La fille dit qu'à cause de l'inimitié de longue date, le héros sera difficile à négocier et propose son aide. Elle serait certainement en mesure de négocier. Le héros prend un air sérieux et dit que c'est trop dangereux et que la jeune fille devrait aller à Nanjing avec les autres. La jeune fille s'y opposa et dit qu'elle n'avait pas peur, qu'elle était déterminée à suivre et à aider le héros. Le héros posa ses mains sur les épaules de la jeune fille et lui dit que si c'était ce qu'elle voulait, il en serait ainsi. La jeune maîtresse était très embarrassée et en même temps heureuse de pouvoir aider le seigneur. La famille Wangbo envahit l'ancienne résidence des alliés du héros, mais il n'y avait plus personne. Ils étaient en colère et prêts à se lancer à leur poursuite, mais l'un des subordonnés remarqua une flèche avec une enveloppe contenant une invitation. Le héros attendait déjà les représentants de la famille Wangbo, l'homme se précipita et demanda si le type était la 9e renaissance du dieu du tonnerre. Les gens de l'homme ont commencé à être grossiers et à dire que le gars avait osé attaquer les membres de leur famille. Le héros a dit que ce n'était pas lui qui avait déclenché le conflit, et le type a également dit qu'ils auraient dû se rendre compte qu'ils avaient été trompés par la famille elle-même. Et qu'il fallait y mettre un terme le plus tôt possible. L'homme s'est contenté de le regarder avec mécontentement. La fille s'est lancée dans le dialogue. Elle a commencé à dire que même s'il sera très difficile d'établir une relation, ils ont un ennemi commun puissant. Elle a dit que les personnes qui avaient tué les guerriers de la famille étaient des membres de la famille elle-même. L'homme n'a fait qu'approuver les paroles de la jeune fille. Elle a dit qu'ils avaient protégé leurs guerriers depuis le début et qu'il était temps pour eux de s'unir contre un ennemi commun. L'homme dit qu'il était d'accord avec ce qu'on lui disait, mais qu'il ne pouvait pas encore leur faire confiance, car il n'était pas clair quel genre de relation les héros avaient avec la famille Sama. La jeune fille a suggéré ceci. Elle et le héros doivent affronter une escouade de tueurs et découvrir qui ils sont, après quoi ils pourront leur faire confiance.
L'homme ayant des doutes, la jeune fille dit qu'elle deviendrait l'otage de la famille Wangbo. Le héros a été surpris par les paroles des filles, il ne s'attendait pas à entendre une telle chose. L'homme a refusé l'offre de la jeune fille et a déclaré qu'il ferait entièrement confiance aux hommes. La jeune maîtresse n'a pas manqué l'occasion de se vanter auprès du héros de la réussite des négociations. Ce dernier en fut satisfait, mais lui demanda de le mettre en garde la prochaine fois contre les paroles que la jeune fille pourrait prononcer, car il était très inquiet pour elle. Elle était à la fois amusée et embarrassée. À Nanying, sur la place principale de Nanying, une représentante de la famille elle-même attendait au coin de la rue les Tslen de la famille Chonmilgak qu'il avait l'intention de capturer. L'homme avait été prévenu car, par son action, le plan du clan Sama avait failli capoter. L'homme aperçut le héros et la plus jeune des femmes Chonmilgak. Il fut heureux et quitta les lieux. Plus tard, il est apparu devant le couple avec un groupe de ses hommes. Leur mission était d'attraper le garçon et la fille, pas de les tuer. Ils s'élancèrent, mais faillirent mourir sous les éclairs émis par le héros. L'homme dit à ses hommes d'avancer, car il devait les capturer à tout prix. Rien ne changea au niveau du nombre, tous les adversaires tombèrent sous la force du type. L'homme tenta de s'enfuir car il ne s'attendait pas à ce que le héros soit un tel monstre, mais l'homme lança un bouclier qui arrêta l'ennemi. L'homme était heureux, car il avait réussi à trouver un grand cadeau pour la famille Wangbo. Au bout d'un moment, il alla voir la fille de la famille Yun. Il lui a demandé un bateau, mais la fille s'est montrée indignée parce que le gars était si souvent en train de faire de telles demandes. La fille a répondu qu'ils étaient toujours heureux d'aider, mais elle a changé de visage et a commencé à parler de la jeune femme que le héros avait amenée. Elle a dit que de telles actions pouvaient ébranler leur union. Elle a dit que toutes ces actions étaient pour le bénéfice de la famille de Baek, et que si la famille de Baek en bénéficiait, alors la famille d'Eun en bénéficiait aussi. La jeune femme était également une personne importante pour le héros et l'aidait toujours. Le gars a dit cela et la fille était très embarrassée. Le gars a réussi à convaincre la fille de la famille d'Eun et elle a accepté de lui donner ce qu'il demandait. Mais la jeune fille lui demande aussi de lui parler des projets d'avenir du jeune homme. Le héros et la jeune femme marchent dans la rue et le gars s'excuse pour tout ce que sa connaissance a dit. La fille dit que ce n'est pas grave et qu'il est normal que la jeune fille ait été jalouse du garçon, parce qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Après ces paroles irréfléchies, la jeune fille est embarrassée car elle vient d'avouer accidentellement ses sentiments pour le héros. Le gars a ri et a dit qu'elle ressemblait à sa petite amie. La jeune fille a brûlé d'embarras. Le garçon s'est rendu compte qu'il avait réagi de manière excessive et s'est excusé. Il explique également que les paroles selon lesquelles la jeune maîtresse est une personne chère pour lui sont vraies et qu'il s'attend à ce qu'il en soit toujours ainsi. Le soir, le héros médite et repense aux paroles de la jeune fille. Il essaie de ne pas penser à elle, mais cela a duré toute la journée. Bien qu'il ait vécu de nombreuses vies, il n'a pas réussi à se débarrasser des émotions humaines. Il décida de ne pas y penser et but un élixir. Des éclairs ont recouvert le corps de l'homme et son état s'est amélioré. Le chef était en colère car il apprenait que son subordonné avait échoué et qu'il n'avait pas pu éviter une guerre directe. Le héros offrit l'homme à ses alliés. Le général fut choqué par les capacités de l'homme. Le héros demanda s'il pouvait maintenant travailler contre la famille elle-même et l'homme accepta. La jeune fille arriva chez le jeune frère du héros. Elle s'inquiétait pour lui, ce que le garçon remarqua. Il répondit qu'il était également inquiet pour son frère, mais qu'il était incroyable et qu'il faisait toujours face aux problèmes. La fille s'est souvenue du moment où elle a vendu avec le héros, il lui a dit que dès qu'il s'occuperait de lui-même, il irait directement la voir. Une fille de la famille Eun regardait le dialogue entre Junior et la fille et était très jalouse. La famille Wangbo a déclaré publiquement qu'elle proposait à la famille de se rendre et d'abandonner les membres du clan Sura. Les membres de la famille Sura ont été irrités par cette déclaration et ont envoyé des hommes tuer les membres du clan ennemi. Le général a été informé des pertes subies par leur famille et a déclaré qu'il fallait agir au plus vite. Le héros a qualifié l'ennemi de rat piégé mordu par un chat.
Le général dit qu'ils n'oseront pas les attaquer directement. Le héros a dit que par leurs actions, ils essayaient de gagner du temps pour battre en retraite, et qu'ensuite ils voulaient revenir et contre-attaquer. Le héros a donc suggéré que nous les attaquions maintenant. Les Alliés avaient encerclé le quartier général du clan et ils ne pouvaient plus s'enfuir. L'un des 5 meilleurs experts en combat de la famille Namjin, Namjin Hao, se joignit également au raid. Les garçons le remercièrent de sa présence et il déclara qu'il était du devoir de sa famille de débarrasser le Murim du mal. Il a également demandé s'il fallait faire confiance au héros, car il ne connaissait pas son nom. Le héros était très en colère car c'est un traître qui est fier du présent en oubliant le passé. Le héros s'est excusé. Il a dit qu'il exterminait secrètement le clan Sura, et qu'il devait comprendre qu'il voulait rester anonyme. Le vieil homme a cru le garçon. Le vieil homme réfléchit à la force anormale du garçon pour son âge. Ils avaient prévu d'attaquer à minuit, mais la famille elle-même les a devancés. Dans le dos du héros, il y eut une explosion au cours de laquelle des guerriers ordinaires furent tués. Il s'agissait des Asuras du Zong des Zhangzong. Une bataille s'ensuivit, au cours de laquelle ennemis et alliés périrent. Le héros révéla le plan de l'ennemi. Il prévoyait d'envoyer les humains comme chair à canon pour faire diversion, et toute la direction devait s'échapper à ce moment-là. Le héros s'élança dans le repère de l'ennemi à l'aide d'une lumière errante qu'il fit voyager dans les airs au-dessus des têtes des ennemis. Le vieil homme et le général le rattrapèrent, à l'intérieur ils essayèrent d'arrêter les ennemis mais le héros utilisa l'épée du dieu du tonnerre. Ensemble, ils détruisirent rapidement l'ennemi. Le héros trouva un passage où l'ennemi essayait de s'échapper et utilisa le bouclier comme radeau et se lança à sa poursuite. Au même moment, le chef du clan lui-même affirma que personne ne le suivait et il réussit à s'enfuir. Mais leur confiance en eux a volé en éclats lorsqu'ils ont vu le héros les rattraper rapidement. Il a sauté sur le navire où se trouvaient les adversaires et les a traités d'ordures. Il avait l'intention de les tuer tous. Le chef demanda qui était le héros qui se mêlait de leurs affaires, il se présenta comme celui qui détruisait les ordures comme le clan Sama. L'ennemi fut offensé et tenta de blesser le héros, mais ce dernier révéla le masque que l'ennemi avait mis. Après avoir entendu cela, le chef révéla sa véritable identité. Il s'agissait du gardien du sang des Sura, Wijonak. Il ordonna à ses subordonnés de tuer le type, comme il l'avait révélé. Ceux-ci se précipitèrent dans la bataille, le héros bloqua le premier coup avec son bouclier, et empêcha le second homme de frapper d'un coup de lame. Le type utilisa l'aventurisme du dieu du tonnerre et mit le feu au vaisseau. Le principal adversaire a demandé si le héros était le dieu du tonnerre, la réponse était correcte, le gars l'était. Il attaqua l'un des ennemis et bien qu'il bloqua les coups, il parvint difficilement à rester sur ses pieds. L'autre ennemi se joignit également au combat, mais cela ne changea pas grand-chose à la situation. Le héros utilisait des attaques rapides comme l'éclair, ce qui faisait reculer un peu ses adversaires. Bloodblad décida de se joindre au combat, car ses subordonnés ne parvenaient pas à s'en sortir. La magie du sang et l'électricité du héros s'entrechoquèrent. L'homme utilisa le feu dévorant de la Sura, ce qui rendit ses adversaires fous de rage et les poussa à attaquer le héros. Celui-ci utilisa une attaque foudroyante. L'ennemi put la repousser avec un mur de sang. Le type fut blessé par la contre-attaque de l'ennemi qui avait un effet corrosif. Les subordonnés de l'ennemi arrivaient par derrière, mais il put esquiver et donner un puissant coup d'épée, qui réussit à percer la défense imprenable de l'ennemi. Il essaya d'emporter le gars dans la tombe avec lui.